Donc SSB pour Single Sideband. Donc, vous avez compris le principe. Au départ, on était sur une modulation DSB qui conservait les deux lobes latéraux au niveau du spectre du signal modulé. Ici, on va s'arranger pour régler le problème du gaspillage en fréquence. Donc on va diviser par deux la bande passante du signal modulé en ne conservant qu'un seul des deux lobes latéraux. Alors c'est pas toujours possible de faire ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux options possibles. Soit on conserve le lobe inférieur et on élimine le supérieur, ou vice-versa. On conserve le supérieur, on élimine le lobe inférieur. Et donc la forme canonique pour arriver à ce résultat, donc d'un point de vue strictement mathématique, c'est ça. C'est-à-dire que le premier terme de la somme ici, c'est le signal DSB. Et puis on va venir rajouter un deuxième terme en quadrature, la transformée de Hilbert multiplie le signal qui est là selon qu'on fait plus ou qu'on fait moins. Soit on va effacer le lobe inférieur et garder le supérieur, soit on va effacer le lobe supérieur et garder l'inférieur. Donc pour s'en convaincre, en fait, il faut regarder ce que valent respectivement les spectres des signaux M de t et M chapeau de t, pour voir que quand on additionne les deux termes de la somme ici, en fait, par les mécanismes de combinaison de composantes spectrales de part et d'autre de la fréquence porteuse, on va avoir des composantes qui vont s'annuler mutuellement, et qui vont soit effacer le lobe inférieur, soit effacer le lobe supérieur. Alors ça, c'est une manipulation, je dirais, qui est assez mathématique. Et donc, l'intérêt principal de cette équation, c'est d'analyser, par exemple, les propriétés mathématiques des signaux SSB, parce que je dirais que les équations se mettent bien, et que c'est une représentation assez élégante, mais c'est vraiment des maths. En pratique, c'est pas cette équation-là qu'on va implémenter. En pratique, on va faire les choses de manière très différente, et on va utiliser en général un filtre passe-bande. Donc concrètement, si on veut fabriquer un signal SSB, on va commencer par fabriquer un signal DSB qui est lui-même mathématiquement équivalent au premier terme de cette somme. Et puis la deuxième étape, ça ne va pas être d'ajouter ou de soustraire le deuxième terme de la somme, ça va plutôt être, de manière plus pragmatique, d'implémenter un filtre passe-bande qui va venir se mettre autour du lobe supérieur ou autour du lobe inférieur, selon le lobe qu'on veut conserver. Ce qui est plus compliqué à représenter avec une équation mathématique, mais qui, en termes d'électronique, est beaucoup plus simple à réaliser. Pourquoi? Parce que, en fait, un filtre de Hilbert, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose qui se fabrique aisément avec des composants électroniques standards. Déjà, en analogique, un filtre de Hilbert, c'est infaisable. Éventuellement, c'est quelque chose qui peut s'approximer dans le domaine numérique, mais certainement pas en analogique. Alors, pour donc fabriquer un signal SSB concrètement à l'aide de composants électroniques, donc comme je disais, on commence par fabriquer la version DSB, et puis on va aller à cette bande qui va effacer un des deux lobes, celui qu'on veut éliminer. Est-ce que c'est facile ou pas? Non. Parce qu'un filtre passe-bande, c'est jamais idéal. Un filtre passe-bande, ça contient toujours ce qu'on appelle une bande de transition, c'est-à-dire une bande de fréquence intermédiaire dans laquelle la réponse du filtre ne sera ni égale à 1, ce qui correspond à la bande passante, ni égale à 0, ce qui correspond à la bande stoppante, mais va faire la transition entre les deux. Alors, pour répondre à la question est-ce que c'est possible ou pas de filtrer un signal DSB pour en faire un signal SSB, il faut regarder quelle est la sélectivité du filtre passe-bande qu'on va utiliser. Est-ce que cette bande de transition entre la bande stoppante et la bande passante est très raide, et donc le filtre est très sélectif,
Et dans ce cas-là, même si le lobe supérieur et le lobe inférieur sont très proches l'un de l'autre, il y aura moyen d'y arriver. Ou ce n'est pas le cas, et on a besoin d'une large bande de transition entre les deux, auquel cas, si les deux lobes supérieurs et inférieurs sont complètement collés l'un à l'autre, on n'y arrivera pas. On ne parviendra pas à parfaitement éliminer un des deux lobes et parfaitement supprimer l'autre lobe. En fait, pour que ce soit possible, il faut que, en règle générale, les deux lobes inférieurs et supérieurs ne soient pas parfaitement collés l'un à l'autre. Alors si on revient à l'analyse du spectre du signal DSB, donc je vais plutôt aller voir la version ici, voilà, où on voit mieux le lobe inférieur et le lobe supérieur. Hein. Donc ça c'est le spectre du signal à M avec le delta de Dirac en plus. Mais on voit mieux ici avec le triangle gris clair et le triangle gris foncé, on voit les deux lobes qui sont collés l'un à l'autre. Et on voit donc qu'il n'y a pas de trou entre les deux lobes. S'il n'y a pas de trou entre les deux lobes, comment voulez-vous venir positionner un filtre passe-bande avec sa bande de transition qui va parfaitement conserver, par exemple, le lobe inférieur ici en gris clair jusqu'à la fréquence FC, et puis instantanément, paf, le filtre va passer pour éliminer à partir de FC jusqu'à FC plus W. C'est pas possible. Donc, comme je disais, le filtre passe-bande, il a besoin d'une petite bande de transition pour passer de la fréquence où son gain vaut 1 jusqu'à la fréquence où son gain vaut 0. Hein, un filtre passe-bande, il ne peut pas passer instantanément d'un gain unitaire à un gain nul ou d'un gain nul à un gain unitaire. On a besoin de cette petite bande de transition. Et cette petite bande de transition, on voit ici qu'elle ne peut pas exister parce que les deux lobes, celui qu'on veut garder et celui qu'on veut effacer, sont parfaitement collés l'un à l'autre. Alors pourquoi est-ce que ces deux lobes, gris clair et gris foncé, sont parfaitement collés l'un à l'autre? Parce qu'en fait, si on regarde le spectre du message qu'on avait à l'origine, on voit que dans les fréquences positives, le spectre démarre directement à la fréquence nulle. On va de 0 à W. Et donc, par symétrie, le demi-triangle qui va de 0 à W, par symétrie, on le retrouve de 0 à moins W. Et il n'y a pas de trou entre les deux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu avoir de départ les deux demi-triangles ici ne soient pas parfaitement collés l'un à l'autre? Il aurait fallu que le spectre ne démarre pas tout de suite à la fréquence nulle. Il aurait fallu que le spectre démarre à une fréquence légèrement plus élevée que 0, à une fréquence minimale, si vous voulez. Et à ce moment-là, on aurait eu un message qui aurait eu des composantes spectrales de cette fréquence minimale jusqu'à W, et qui aurait eu un spectre nul entre 0 et cette fréquence minimale. À ce moment-là, par symétrie, on aurait retrouvé la même chose dans les fréquences négatives, et les deux demi-triangles ici n'auraient pas été parfaitement collés l'un à l'autre. Ce scénario-là dont je suis en train de vous parler, il est représenté ici. Vous voyez, on a un autre message, hein, ce n'est pas le même message que dans la figure, où on a supposé que de 0 jusqu'à une certaine fréquence FA, eh bien, le message ne contient aucune énergie. Et c'est seulement à la fréquence FA que le spectre du message commence à exister, et puis il monte vers un maximum, et puis il redescend, et il s'arrête à la fréquence FB. Okay, et à ce moment-là, par symétrie, si on redessine par effet miroir la même chose dans les fréquences négatives, on aura l'autre lobe latéral ici dans les fréquences négatives, et on voit que ces deux lobes latéraux, celui des fréquences positives et celui des fréquences négatives, ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Il y a un trou ici entre les deux. Il y a un trou qui va de moins FA à plus FA. Et bien ce trou, il est en fait nécessaire si on veut pouvoir fabriquer un signal SSB à partir d'un signal DSB. Pourquoi? Parce que le filtre passe-bande qui va venir sélectionner un des deux lobes latéraux et éliminer l'autre lobe latéral, eh bien ce filtre passe-bande, si vous voulez, hop, on va pouvoir l'appliquer ici, ou plutôt que dans cette figure où on voit que le triangle gris clair et le triangle gris foncé sont parfaitement collés l'un à l'autre, eh bien on aurait un trou entre ces deux triangles,
on aura un petit trou entre ces deux triangles, et dans ce petit trou, on va pouvoir faire passer la bande de transition du filtre passe-bande. Et donc, on va pouvoir transformer un filtre DSB, non, pardon, en signal DSB en un signal SSB. Donc ça, c'est la condition nécessaire pour y arriver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la SSB, c'est pas possible avec tous les messages. Il faut que le message ait des propriétés adéquates au départ pour que la SSB soit possible à réaliser en pratique. Et cette propriété, qui doit être satisfaite par le message, c'est que son spectre ne peut pas démarrer à la fréquence nulle. Il faut qu'il y ait un certain trou dans le spectre entre la fréquence nulle et une certaine fréquence minimale. Alors une fois qu'on a comment ça fonctionne, on se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre DSB et SSB. Il y a juste ce filtre passe-bande qui vient se rajouter comme étape supplémentaire à la modulation et qui permet de ne conserver qu'un des deux lobes, celui qu'on veut garder, donc le supérieur ou l'inférieur. Et au niveau de la démodulation, ben c'est la même chose en DSB qu'en SSB. Donc la démodulation, c'est simplement l'utilisation d'un détecteur synchrone et cohérent avec les deux étapes habituelles. Une première étape qui consiste donc à multiplier le signal modulé par une réplique locale de la porteuse. Et puis une deuxième étape qui est en filtre passe-bas, qui va uniquement conserver les composantes basse fréquence du résultat. Alors par contre, on peut se poser la question, quel sera l'effet d'une erreur de phase sur la détection cohérente d'un signal SSB? Là, elle ne sera pas la même en DSB et en SSB. En fait, en DSB, on a vu tout à l'heure que l'effet d'une erreur de phase, ce serait de multiplier le message, donc le signal démodulé, par cosinus phi. Donc on a un effet d'atténuation. On va vraiment multiplier le message par un facteur qui est plus petit que 1. Et plus l'erreur de phase est importante, plus le cosinus phi va diminuer, et plus l'atténuation sera grande. Dans le cas d'un signal SSB, si on commet une erreur de phase, on aura un effet qui sera un petit peu plus compliqué à analyser. En fait, on va avoir ce qu'on appelle une distorsion de phase, et donc le signal démodulé sera déphasé par rapport au message initial. Ce n'est pas simplement l'atténuation qui se matérialise par une multiplication par cosinus phi, c'est vraiment une distorsion de phase entre le message démodulé et le message de départ. Alors, il paraît, je n'ai jamais vérifié, que quand on démodule un signal SSB de type signal sonore, signal vocal, signal audio, si vous voulez, avec une erreur de phase, eh bien, cet effet de déphasage sur le signal démodulé sera un petit peu le fait de rajouter un effet Donald Duck dans la voix. Donc on a vraiment cette distorsion qui se matérialise au niveau de l'oreille par un effet Donald Duck. Ça, c'était pour l'anecdote. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la modulation SSB, qui est donc obtenue par une DSB suivie par un filtre passe-bande. Et puis, on a finalement la dernière de la liste dans les modulations d'amplitude linéaire, qui est la modulation VSB, pour Vestigial Sideband. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand est-ce qu'on va faire de la Vestigial Sideband, de la VSB? Ben justement, c'est quand la SSB est impossible. Quand la SSB est impossible, et ça arrive dans un cas comme celui-là, où les deux lobes latéraux supérieurs et inférieurs sont vraiment collés l'un à l'autre, et donc on voit qu'on n'a pas de place pour aller mettre en filtre passe-bande avec sa bande de transition, parce que ces deux lobes sont vraiment collés. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'utiliser une modulation VSB, et la modulation VSB, elle va faire quoi? En fait, plutôt que de chercher à conserver un des deux lobes et à effacer l'autre, la modulation VSB va garder en faible pourcentage dans des deux lobes. Donc, pour être clair,
En DSB, on a 100% du lobe inférieur, 100% du lobe supérieur. En SSB, par exemple, on pourrait avoir 0% du lobe inférieur et 100% du lobe supérieur. Okay. Et puis en VSB, qui est donc quelque chose d'intermédiaire, on pourrait imaginer qu'on va garder par exemple 10% du lobe inférieur et non pas 100% du lobe supérieur, 90%, de manière à ce que les sommes des deux fassent 100%. Donc on va toujours s'arranger pour que la somme des fractions des deux lobes qu'on conserve soit égale à 1. Mais plutôt que de dire que c'est 0% de l'un et 100% de l'autre, ben ce sera x% de l'un et 1 moins x% de l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, il faut réfléchir au mécanisme de démodulation. Alors je vais retenter un petit schéma. Okay. Ok. Donc, ici, on a la fréquence porteuse. Là, on a moins la fréquence porteuse. Ok. Et on a ici le lower sideband. Ici, l'upper sideband. Ok. Ici, on a une image du lower en négatif. Et ici, on a une image de l'upper sideband en négatif. Donc, on a au total 4 composantes. Donc ça, c'est le spectre du signal modulé. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour démoduler un signal de ce type-là avec un détecteur cohérent?
Eh bien, on va le multiplier avec une porteuse dont le spectre sera constitué de 2 delta de Dirac. OK. Donc ici, on a le spectre, ici en bas, on a le spectre du signal modulé. Alors dans ce cas-ci, j'ai fait de la DSB. Hein, je n'ai pas encore cherché à atténuer en 2 lobes pour faire ce qu'on aurait avec de la VSB. Et ici, j'ai le spectre de la porteuse. Quand je multiplie dans le domaine temporel, je convolue dans le domaine fréquentiel. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est des copier-coller de mes 4 composantes ici. Et je fais ici mes 4 composantes, elles sont autour de la fréquence nulle. Hein, ici, j'ai la fréquence 0. Et donc mes 4 composantes, je vais les copier-coller non plus autour de la fréquence nulle, mais autour de la fréquence ici qui est la fréquence FC, et de cette fréquence-là qui est la fréquence moins FC. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok. Alors. Donc ici, j'ai une fréquence 2 FC. Là, j'ai une fréquence moins 2 FC. Donc quand je fais un copier-coller de mes 4 lobes ici, non plus autour de 0, mais autour de FC, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Monsieur, Oui. on ne voit pas votre écran. Ah. Vous le voyez? Oui. Ok. En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que je dois choisir entre le partage d'écran ou le fait de voir mon curseur. C'est pas pratique. Donc il y a un copier-coller qui va donner ça. Vous voyez, ce qui est à une distance FC de l'origine, je vais le déposer à une fréquence FC
pardon, à une distance FC, non plus de l'origine, mais de plus FC. Parce que mon premier delta de Dirac, ici, il est à plus FC. Donc, je vais aller le déposer autour de la fréquence 2FC. Et de la même manière, ici, mes deux lobes, qui sont à une distance FC à gauche de l'origine, je vais aller les déposer à une distance FC à gauche de la fréquence plus FC. À une distance FC à gauche de la fréquence plus FC, ça veut dire de part et d'autre de 0. Donc les 4 lobes que je viens de dessiner ici, c'est le mécanisme de détection cohérente qui se produit si je considère le delta de Dirac qui est là de la porteuse locale, celle du récepteur. Et je dois aussi considérer l'autre delta de Dirac de la porteuse locale, celui qui est à une fréquence moins FC. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Lui va aller se mettre là. Lui va aller se mettre là. Ok. Et puis lui va aller se mettre là. Et lui va aller se mettre là. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Donc voilà. Ici, j'ai le spectre du signal modulé. Ici, j'ai le spectre du signal démodulé. Alors là, tout ce que j'ai fait, pour l'instant, c'est la première étape de la démodulation, c'est-à-dire que je multiplie mon signal modulé par la porteuse générée dans le récepteur. Et donc cette multiplication par une porteuse, par la règle, les jeux des transformés de Fourier, vont me donner les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 composantes qui sont là. Donc ici, chaque fois, 2 composantes superposées, 2 composantes superposées. Et puis, il ne faut pas oublier que la deuxième étape du détecteur cohérent, c'est quoi? C'est le filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, il va avoir quoi comme effet? Le filtre passe-bas, il va m'éliminer ces deux-là, et il va m'éliminer ces deux-là. Ok? Et donc finalement, en sortie de mon détecteur cohérent, tout ce qui va rester, c'est ça. Hein, donc, n'oubliez pas que le spectre du message au départ, c'était ça, donc avec un trou au milieu, entre les deux lobes. Ok. Et puis par la modulation, j'étais arrivé à avoir en signal modulé. J'ai perdu mon curseur. Donc j'étais arrivé à avoir un signal modulé dont le spectre était réparti autour de plus FC et autour de moins FC. Ça, c'était l'effet de la modulation. Et puis, en sortie de mon détecteur cohérent, je me retrouve finalement de nouveau avec un spectre qui est autour de la fréquence nulle. Et on retrouve effectivement les composantes du spectre de mon message. Donc ici, j'ai spectre du message. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de la démodulation,
pour reconstituer ici le spectre de mon signal démodulé, aussi bien dans les fréquences supérieures que dans les fréquences positives, pardon, que dans les fréquences négatives, chacun des deux lobes va avoir lui-même deux contributions. Donc, dans les fréquences positives, ici, vous voyez que j'ai une contribution du lobe inférieur dans les fréquences négatives et une contribution du lobe supérieur dans les fréquences positives. Et pour les fréquences négatives de mon message démodulé, j'ai une contribution du lobe inférieur dans les fréquences positives et j'ai une contribution du lobe supérieur dans les fréquences négatives. C'est les deux qui vont se combiner l'un à l'autre. Alors, par symétrie identique, j'ai simplement à chaque fois ici deux courbes identiques qui s'additionnent, et donc finalement c'est comme si on multipliait par deux. Mais c'est parce que j'ai supposé au départ que j'avais une modulation DSB, avec lobe inférieur et lobe supérieur identiques. Okay. Maintenant, imaginons que j'ai non plus une modulation SSB, mais une modulation VSB. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Dans ce cas-là, en VSB, je vais avoir un lobe supérieur légèrement atténué et un lobe inférieur dont il ne reste plus qu'un petit vestige, un petit résidu. Ok. Et même chose dans les fréquences négatives. Dans les fréquences négatives, donc vous voyez, on a le lobe supérieur qui lui sera juste légèrement atténué, et le lobe inférieur dont il ne restera plus qu'un petit résidu. Si on considère cette situation, donc où on est en VSB plutôt qu'en DSB, qu'est-ce qui va se passer à la démodulation? À la démodulation, on voit que par exemple, pour regarder ce qui va se reconstituer ici au niveau des fréquences positives, on voit qu'on va avoir deux choses qui vont se superposer. On va avoir la contribution du lobe inférieur en provenance des fréquences négatives, qui va se combiner avec la contribution du lobe supérieur en provenance des fréquences positives. Et c'est la somme de ces deux contributions qui doit reconstituer le spectre du message ici dans les fréquences positives. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait ici
100% du lobe supérieur et 10% du lobe inférieur. 100% du lobe supérieur et le truc va me rendre fou. Je vais mettre là. 10% du lobe inférieur. Qu'est-ce qu'on aurait dans cette situation-là? Ben, ici, on irait chercher 10% du lobe inférieur en provenance des fréquences négatives, et on viendrait lui ajouter, par là, 100% du lobe supérieur. On aurait ici 100% plus 10% égale 110%. Ouais, il fait le calcul tout seul, il est malin. Ok? Et ça, c'est pas bon. Parce que ce qu'on cherche à reconstituer ici, c'est le spectre du message. On n'a pas besoin d'avoir 110% du spectre du message. Donc, pour que la démodulation par un détecteur cohérent se passe bien, ce qu'on doit avoir ici, c'est pas 100% d'un lobe et 10% de l'autre lobe. C'est par exemple 10% du vestige, du lobe inférieur, et dans ce cas-là, de manière symétrique, le lobe supérieur, lui, on va l'atténuer de 10% pour qu'il ne reste plus que 90%. Et à ce moment-là, ici, quand on va reconstituer le message démodulé, eh bien, on aura 90% plus 10% égale 100%. Ok? Et ici, même chose, pour que ça fonctionne. À partir du moment où on considère que le vestige du lobe inférieur est à 10%, ça veut dire que le lobe supérieur qu'on est censé transmettre en entier, en réalité, on ne va pas le transmettre en entier, on va l'atténuer de manière à n'en transmettre que 90%. Donc c'est par ce mécanisme de combinaison des lobes supérieurs et inférieurs lors de la démodulation à travers un détecteur cohérent qu'on voit que, à partir du moment où on se permet de transmettre un vestige, donc un petit morceau, un petit résidu dans des deux lobes du signal modulé, eh bien l'autre lobe, celui qu'on est censé conserver complètement, en réalité on ne le conserve pas complètement, on l'atténue de manière symétrique. Voilà, donc ça c'est le mécanisme que je voulais vous montrer. Donc maintenant si je reviens au slide, ça explique pourquoi le filtre qu'on va devoir appliquer sur le signal modulé, donc pour passer d'un scénario où on fait de la DSB à un scénario où on fait de la VSB, ok, eh bien ce filtre, il va devoir ressembler à ça. Donc la réponse en fréquence du filtre, vous voyez qu'ici, ce qui est important, c'est qu'elle va avoir un flanc montant qui est symétrique par rapport à la fréquence de la porteuse FC. Et ici à gauche, hein, on est dans le cas où on suppose qu'on va conserver un vestige du lobe inférieur. Eh bien, ce qui va de FC moins FV à FC, c'est le morceau de bande de fréquence du lobe inférieur qu'on va conserver. Et donc, le FV qui est là, ça indique la taille du vestige, la taille du résidu de lobe qu'on va conserver. Et de manière symétrique, dans la bande, vu qu'on conserve un morceau du lobe inférieur de FC moins FV à FC, eh bien de manière symétrique, de FC à FC plus FV, on est prié d'atténuer le morceau du lobe supérieur correspondant, par effet miroir. Hein, de manière à ce que la somme des hauteurs ici réparties symétriquement de part et d'autre de la fréquence FC, ben la somme des hauteurs à gauche et à droite, la somme doit faire 1. Et donc en particulier, à la fréquence FC, la réponse du filtre doit exactement être égale à 1,5, de manière à ce qu'on ait bien 1,5 plus 1,5 égale 1. Par contre, à partir de la fréquence FC plus FV, et jusqu'à au moins FC plus W, qui est donc rappelez-vous que W, c'est la largeur du lobe, peu importe qu'il soit supérieur ou inférieur. Dans ce cas-ci, on est centré sur le lobe supérieur. Bah, de FC plus FV à FC plus W, il faut que la réponse en fréquence du filtre soit égale à 1.
Et puis à partir de FC plus W, en fait, il n'y aura plus de signal. Donc la réponse en fréquence du filtre, au-delà de la fréquence FC plus W, on s'en fiche un petit peu, on peut mettre ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on a un filtre dont la réponse en fréquence ressemble à ça, hein, et donc ce qui est bien important de bien comprendre, c'est qu'on a ce flanc montant ici qui doit être symétrique par rapport à la fréquence FC. À partir du moment où cette condition de symétrie est bien respectée, et bien, à part les petits dessins que je vous ai montrés, tout va bien se combiner et le détecteur cohérent va bien permettre de reconstituer le message sans déformation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la modulation VSB. Alors la planche qui est là, elle vous donne l'exemple de l'application de la modulation VSB dans un cas pratique qui est la télévision analogique. Alors les signaux de télévision, parmi les applications de communication analogique, sont vraiment l'exemple typique de signaux qui occupent une bande passante importante. Forcément, la vidéo, ça occupe une bande passante plus importante que l'audio ou le texte ou les autres types de données. Et donc, historiquement, ça a été un des premiers cas de figure où, à grande échelle, il a fallu concevoir des systèmes de communication qui soient le plus économes possible en termes de bande passante. Donc la vidéo analogique, en gros, on considère que la bande passante, elle est équivalente à 4,5 MHz. Alors 4,5 MHz, ça contient quoi? Ça contient principalement trois choses. Il y a le signal de luminance, il y a les signaux de chrominance pour avoir une image en couleur, et puis il y a le signal audio, qu'en général on va venir rajouter sur une porteuse audio. Donc en anglais on parle de sound carrier. Et donc c'est la superposition de ces trois signaux, luminance, chrominance et audio, qui forment un signal vidéo analogique dont la bande passante, le fameux W, finalement, correspond à peu près à 4,5 MHz. Donc 4,5 MHz, c'est pas négligeable. On va transmettre ça typiquement dans des bandes de fréquences de télévision de type UHF, VHF. On a envie d'avoir la possibilité d'envoyer plusieurs signaux de télévision différents vers les foyers, vers les abonnés. Donc aujourd'hui, bon, évidemment, on est passé plutôt à la télévision numérique, mais même si vous regardez, certains d'entre vous ont de temps en temps encore la possibilité de capter les signaux de télévision analogiques, ben, vous constatez qu'on a quand même accès à pas mal de canaux, typiquement une quinzaine ou une vingtaine de canaux de télévision analogique. Ben, il faudrait que chaque canal consomme une bande passante qui ne soit pas trop importante. Parce que ben, la bande passante disponible, elle n'est pas infinie. Et dans cette bande passante disponible, ben, on doit partager la ressource entre les différentes chaînes de télévision. Et donc chaque canal individuel doit être le plus étroit possible. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait de la DSB? Ben, vu que le signal vidéo a une bande passante W qui vaut 4,5 MHz, si on se contente de faire bêtement de la DSB, il faut faire x2, et donc chaque canal vidéo va consommer 9 MHz. C'est beaucoup. Si on était capable de faire de la SSB, ben, chaque canal vidéo pourrait se contenter d'une bande passante de 4,5 MHz, ce serait déjà 2 fois mieux. En pratique, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, parce que, rappelez-vous, la condition pour pouvoir faire de la SSB, c'est qu'il faut que le message ait un spectre qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un trou dans le spectre du message aux alentours de la fréquence nulle. Ce qui n'est pas le cas du signal vidéo. Ok? Donc, on va essayer de trouver une solution intermédiaire. La solution intermédiaire entre la DSB et la SSB, eh bien, c'est la VSB. Alors, donc ici, je vous ai mis des figures qui correspondent à des extraits du livre de Aikin, Communication Systems, qui est donc un livre américain, et qui correspond plutôt au standard de transmission vidéo analogique américain, qui n'est pas tout à fait le même que le système européen.
Mais c'est pas grave, les principes sont les mêmes, c'est juste les valeurs numériques qui sont légèrement différentes. Donc, dans le système de transmission vidéo analogique américain, on a des canaux de télévision qui ont une largeur, donc correspondant à ceux d'un canal VSB, qui est donc intermédiaire entre les deux extrêmes. Un extrême qui serait 4,5 MHz si on avait réussi à faire de la SSB, et un autre extrême qui serait 9 MHz si on se contentait de faire bêtement de la DSB. Et entre les deux, on a mis le curseur à 6 MHz. Donc c'est-à-dire qu'en plus des 4,5 MHz strictement nécessaires pour transmettre un des deux lobes latéraux, on a été chercher une bande résiduelle de 1,5 MHz. Alors, à quoi correspondent donc qu'est-ce qu'on va aller placer à l'intérieur de ces 6 MHz? Alors, il y a d'une part le lobe supérieur. Donc, vous voyez ici dans la figure à droite, on a la porteuse principale, celle du signal vidéo qui se trouve ici en pointillé, picture carrière. Et puis, à droite, de 55,5 MHz jusqu'à quasiment 60, on a un lobe supérieur. Ce lobe supérieur, donc c'est une passante qui correspond à celle du signal vidéo, donc c'est effectivement 4,5 MHz. À côté de ça, on a un morceau de lobe inférieur. Et ce morceau de lobe inférieur, c'est... en fait, on va conserver 25% du lobe inférieur. Donc 25% des 4,5 MHz, ça va donner... Alors, un petit peu moins que 1,25 MHz. En fait, ça va donner... que je ne me trompe pas... Oui, c'est ça donne les 0,75 MHz. Et puis, on a le signal audio qui est sur une porteuse séparée ici, la sound carrier, ici, qui va consommer 0,25 MHz supplémentaires. Et en plus des 25% du lobe inférieur qui sont transmis à titre de VSB, on va consommer encore 0,5 MHz de marge, si vous voulez. Donc, ce qui fait que, finalement, à gauche de la fréquence porteuse, plutôt que de consommer 0,75 MHz, on va consommer, au final, 1,25 MHz. Et finalement, si on additionne tout, les 1,25 MHz à gauche de la fréquence porteuse, plus les 4,5 MHz du lobe latéral supérieur, plus les 0,25 MHz supplémentaires pour la porteuse audio, eh bien, on arrive à remplir complètement les 6 MHz dans le canal vidéo analogique. Et donc on peut stacker les uns sur les autres des signaux qui occupent chacun 6 MHz de bande passante. Et si par exemple on a 60 MHz disponibles, on pourra mettre 10 chaînes de télévision dans la bande passante. Si on a 90 MHz disponibles, on pourra mettre 15 signaux de télévision. Alors une particularité par rapport à ce que je vous ai raconté sur la modulation VSB, c'est que le fameux filtre ici, avec sa bande passante, dont la caractéristique ici montante doit être symétrique autour de la fréquence FC, eh bien, ce filtre, il n'est pas appliqué dans l'émetteur au niveau du signal de télévision analogique. D'ailleurs, vous voyez bien ici que donc, si ceci est considéré comme étant le spectre du signal vidéo envoyé sur le canal, vous voyez qu'on n'a pas ici de symétrie autour de la fréquence. Par contre, on a ici en dessous la réponse à fréquence d'un filtre qui, lui, est bien symétrique autour de la porteuse vidéo. Et ce filtre, en fait, on va l'appliquer non pas en émission, mais on va l'appliquer à l'entrée du récepteur. Alors ça peut paraître choquant à première vue, parce que on avait initialement annoncé que le filtre H2F qui est là, on était censé l'appliquer ici, comme faisant partie intégrante de la modulation DSB, et donc on avait fait l'hypothèse que c'était bien dans l'émetteur, dans le modulateur, qu'on appliquait ce filtre.
Et l'importance d'avoir ce flanc symétrique, c'était de faire en sorte que la démodulation, donc via détection cohérente, se passe correctement, et que les morceaux de lobes latéraux supérieurs et inférieurs se combinent, comme on l'a vu avec les petits dessins, pour effectivement restituer le message qu'on avait au départ. Et en fait, du moment que cette symétrie dans le spectre est bien vérifiée avant l'étape de la détection cohérente, ben, rien n'oblige que ce soit le cas déjà à la sortie de l'émetteur. Hein, on peut tout à fait imaginer que sur le canal lui-même, le signal se propage avec la relation de symétrie ici qui ne soit pas vérifiée, mais qu'à l'entrée du récepteur, on rajoute une opération de filtrage qui rétablit la symétrie avant d'appliquer le détecteur cohérent. Et du moment que la symétrie est bien vérifiée avant l'application du détecteur cohérent, ben on sait que la détection se passera correctement. Et c'est bien le cas ici pour la télévision analogique. En fait, le filtre dont la réponse en fréquence est représentée ici par la figure du bas, eh bien ce filtre avec une caractéristique qui est bien symétrique par rapport à la fréquence porteuse, ce filtre il est appliqué à l'entrée du récepteur plutôt qu'à la sortie de l'émetteur. Et puis ben, le détecteur cohérent, il va venir juste après. Et comme le détecteur cohérent est appliqué sur un signal qui respecte bien la condition de symétrie, eh bien la démodulation va se passer correctement. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'application pratique de la modulation VSB à des signaux vidéo analogiques. Donc ils n'ont pas encore complètement disparu aujourd'hui, hein, même si presque 100% de la population est passée au digital. Pensez que ces systèmes existent encore dans de nombreux pays en voie de développement, par exemple. Ils ne sont pas encore tous passés au numérique. Donc voilà qui conclut la petite présentation sur les modulations d'amplitude linéaire. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur des opérations qui sont apparentées à la modulation d'amplitude. Il ne s'agit pas de modulation à proprement parler, mais il s'agit d'opérations qui sont utilisées couramment en communication et qui finalement font intervenir les mêmes outils que ceux qu'on utilise dans le cas de la modulation elle-même. Alors le premier, c'est le changement de fréquence. Donc c'est quelque chose qu'on utilise couramment. Imaginez par exemple une par satellite. Hein. Vous avez un signal qui doit être envoyé du sol via un satellite pour être récupéré finalement au sol par votre communicant qui se trouve dans un autre pays. Eh bien, ce qui va généralement se passer, c'est que la liaison montante du sol vers le satellite va se faire dans une certaine bande de fréquence, et puis la liaison descendante du satellite vers le sol va se faire dans une autre bande de fréquence. Et donc, ce qui va devoir être opéré au niveau du satellite, c'est simplement récupérer le signal montant et le faire changer de bande de fréquence. Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une opération de mixing en anglais, donc de mélange en français. Alors, le mélangeur, c'est simplement un organe électronique qui va récupérer un signal HF, donc un signal à haute fréquence, typiquement une onde modulée S de T. Ce signal S de T, on va supposer qu'il a son spectre autour d'une fréquence porteuse qu'on va noter F1. Okay. Et donc, typiquement, ici, on a la figure en haut à droite, où on retrouve, là, on a affaire à un signal DSB, hein, parce qu'on reconnaît qu'on a un lobe latéral supérieur complet et un lobe latéral inférieur complet. Donc on a bien une largeur, une bande passante qui vaut 2W, hein, donc deux fois plus importante que le strict minimum. Et on voit que la fréquence centrale, c'est donc la fréquence F1. Et donc on a les deux triangles autour de plus F1, triangles autour de moins F1. Ça, c'est la situation initiale. Ça va être typiquement le signal qui est récupéré par le satellite sur la liaison montante. Et le satellite, avant de renvoyer le signal vers la Terre, voudrait transformer ce signal pour le déplacer de la fréquence F1 vers la fréquence F2. Alors il y a deux possibilités.
soit F2 est une fréquence plus élevée que F1, et dans ce cas-là, on va parler de up conversion, et on va avoir besoin d'une fréquence intermédiaire, qu'on va noter FL, et qui sera égale à la différence entre F2 et F1. Soit la fréquence F2 vers laquelle on veut déplacer le spectre du signal est plus basse que la fréquence F1, et dans ce cas-là, on va parler de down conversion, et on va devoir travailler avec une fréquence intermédiaire qu'on va toujours noter FL, mais qui cette fois-ci sera égale à F1 moins F2. Alors le principe, c'est que le signal entrant, donc le signal S1 de t, dont le spectre ressemble à ça, on va le combiner avec une porteuse locale à la fréquence FL, qui sera donc égale soit à F2 moins F1 dans le cas de l'up conversion, soit à F1 moins F2 dans le cas de la down conversion. Et on va en fait appliquer ici l'équivalent d'une modulation DSB, c'est-à-dire qu'on va multiplier le signal entrant avec une porteuse locale à la fréquence FL. Et le résultat de ce produit, ce sera donc ici le signal S' de t, dont le spectre est dessiné ici. Alors rappelez-vous, ce qui se passe quand on multiplie un signal avec une porteuse en cosinus dans le domaine temporel, ce qui se passe en fréquentiel, c'est que donc on convolue les spectres, et donc le spectre initial qui était celui-là, pour la partie A de la figure, on va faire des copier-coller de ce spectre, non plus autour de 0, mais autour de plus FL et moins FL. Okay. Et donc, lui, si on le déplace de FL vers la droite, il va aller de F1 à F1 plus FL, et si on le déplace de FL vers la gauche, il va aller de F1 à F1 moins FL. Et même chose, lui, si on le déplace de FL vers la gauche et vers la droite, il va se déplacer de moins F1 à moins F1 moins FL, et de moins F1 à moins F1 plus FL. Ok ? Et donc on voit ici que la multiplication donc en sortie du product modulator, qui donne le signal S' de t, va nous donner le spectre complet qui est là. Et selon qu'on veut récupérer un signal à une fréquence qui vaut F1 moins FL ou bien F1 plus FL, c'est-à-dire selon qu'on veut faire de la up conversion ou de la down conversion, eh bien soit on va récupérer uniquement les parties du spectre qui sont en grisé, ça c'est le cas de la down conversion, soit on va récupérer uniquement les parties du spectre qui sont en blanc. Donc pardon, en grisé c'est de la down conversion, en blanc c'est de la up conversion. Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer uniquement une partie du spectre et pas l'autre? On implémente un filtre passe-bande qui sera centré soit à la fréquence F1 moins FL, soit à la fréquence F1 plus FL, et selon le cas, on aura réalisé une opération de up conversion ou une opération de down conversion. Et donc on aura, si vous voulez, déplacé le spectre du signal d'une fréquence porteuse F1 vers une fréquence porteuse F2. Donc vous voyez que les ingrédients qu'on utilise pour effectuer ce mixage, ce mélange, ce sont les mêmes opérations que celles qu'on utilise pour démoduler un signal de type DSB. Donc ça c'est quelque chose que vous allez régulièrement rencontrer dans des systèmes de communication à haute fréquence. Donc c'est pas vraiment de la modulation, on n'est pas vraiment face à un message qu'on veut mélanger avec une porteuse pour fabriquer un signal modulé qui a les bonnes propriétés pour être transporté sur un canal de communication. C'est plutôt un problème qu'on a un message qui est déjà modulé et on veut simplement changer la fréquence de la porteuse. On veut passer d'une porteuse à fréquence F1 vers une porteuse à fréquence F2. Alors, un deuxième exemple d'opération apparentée à la modulation d'amplitude, c'est ce qu'on appelle le multiplexage par répartition de fréquence. Donc en anglais, on appelle ça en général FDM, pour Frequency Division Multiplexing. Donc le principe du multiplexage par répartition de fréquence, c'est que,
typiquement, dans une application de type centrale téléphonique, vous allez récupérer des signaux téléphoniques en provenance de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'abonnés. Et dans le cas de la téléphonie analogique, vous allez vouloir collecter tous ces signaux et les envoyer sur un même câble à destination, par exemple, de la ville voisine ou du pays voisin. Et pour partager ce même câble entre tous les signaux élémentaires produits par tous les abonnés, ben, vous allez par exemple pouvoir faire le choix d'aller déplacer le spectre de tous les signaux de départ, donc de tous les messages finalement, dans des bandes de fréquences adjacentes situées à des fréquences différentes. Alors ici, la figure qui est là représente un système où vous auriez par exemple n abonnés au téléphone, qui vont chacun envoyer un signal audio de type téléphonique, qui constitueront donc un ensemble de départ de n messages. Okay. Alors en signal téléphonique, donc c'est de l'audio. On considère que les fréquences utiles vont de 300 Hz à 3400 Hz. Donc concrètement, de 0 à 300 Hz, on a des fréquences très basses qui ne sont pas très intéressantes pour l'oreille. Et à partir de 3400 Hz, on peut commencer à dire qu'on va filtrer le signal pour éliminer ces composantes-là qui ne sont pas strictement nécessaires pour comprendre ce que votre interlocuteur vous raconte. Donc c'est clair que le but du jeu en téléphonie, c'est pas de faire de la hi-fi. Donc si on coupe les messages audio à partir de 3400 Hz, ce sera suffisant pour conserver une conversation intelligible. Vous savez bien que quand vous téléphonez à quelqu'un, en général, c'est pas forcément de la haute qualité au niveau sonore. Donc finalement, on peut considérer que le spectre du message, c'est la bande de fréquence qui va de 300 Hz à 3400 Hz. Et donc, on va appliquer un ensemble de filtres passe-bas, LP ici pour Low Pass Filters, qui vont tous aller finalement couper le spectre des messages et éliminer tout ce qui dépasse les 3400 Hz. Ces filtres passe-bas ne sont pas idéaux, ils ont une certaine bande de transition. Et donc, on va considérer, grosso modo, que la transition entre le début de la coupure et la fin de la coupure, ça va de 3400 Hz à 4000 Hz. Donc au final, on peut considérer que la bande passante totale occupée par le message, elle est égale à 4 kHz, okay, en tenant compte de la bande de transition du filtre. Alors, au niveau du central téléphonique, on va récupérer donc tous ces messages qu'on a filtrés et on va les envoyer dans une batterie de modulateurs, donc des modulateurs de type SSB par exemple, de manière à consommer la moindre bande passante possible. Et ces différents modulateurs vont être alimentés par des porteuses locales, et donc on aura généralement un équipement qui va générer N porteuses sinusoïdales, si vous voulez, à des fréquences bien choisies, de manière à ce que les signaux SSB qui vont être produits en sortie de ces modulateurs viennent se positionner les uns à côté des autres sans interférer les uns sur les autres. Et donc typiquement, on va choisir l'écart entre deux porteuses successives égal à 4 kHz. Donc comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un signal SSB? Je vous le rappelle. On a d'abord un modulateur produit qui va faire une multiplication entre le message qui rentre ici à gauche et la porteuse qui rentre ici en bas. Et puis le résultat, c'est un signal de type DSB avec les deux lobes latéraux. Et on va passer le tout dans un filtre passe-bande, BB pour bande passe. Le filtre passe-bande, il va faire quoi? Il va transformer le signal DSB en un signal SSB.
Et donc ici, en sortie de toutes ces branches, on a autant de signaux SSB qu'il n'y avait de messages au départ. Et comme tous ces signaux occupent des bandes de fréquences qui sont mutuellement exclusives, eh bien, on peut sans problème les additionner. Pourquoi est-ce qu'on peut les additionner? Parce que comme chaque signal élémentaire occupe une bande de fréquences différente de tous les autres signaux, ben, après avoir fait la somme des signaux, on sera encore capable de les séparer simplement par filtrage. Donc on effectue la somme des signaux ici en sortie, on envoie le tout sur un câble unique qui va aller vers la ville voisine ou le pays voisin, et puis au niveau du central téléphonique de la ville voisine ou du pays voisin, on va faire les opérations inverses. On va commencer par appliquer une batterie de filtres passe-bande qui vont être centrés sur chaque sous-canal, de manière à récupérer un des signaux du multiplex, et à éliminer les n-1 autres, si vous voulez. Donc, en sortie de la batterie de filtres passe-bande qui sont ici, on va avoir chaque fois des signaux SSB uniques. On aura, si vous voulez, isolé chaque fois un terme de la somme. Et donc chaque branche de la batterie de récepteurs ici correspond à un message initial, mais toujours modulé en SSB. Et donc l'opération qui reste à effectuer, c'est la démodulation SSB. Alors pour démoduler un signal SSB, vous savez qu'on doit procéder en deux étapes. La première étape qui est multiplier le signal SSB par une réplique locale de la porteuse, et puis une étape de filtrage passe-bas qui ne va conserver finalement que la partie utile du message, donc qui va de 0 à 4 kHz. Et puis en sortie de la batterie de récepteurs, on se retrouve avec les N messages qu'on avait au départ et qui peuvent être renvoyés vers les N destinataires. Donc ça, c'est le schéma générique d'un système de multiplexage par répartition de fréquences. Et tout ça est extrêmement codifié, extrêmement standardisé. Donc au niveau de la téléphonie analogique, on a des standards internationaux qui vont, en fait, de manière hiérarchique, combiner des étapes de multiplexage par répartition de fréquences de la manière suivante. On va constituer ce qu'on appelle des groupes de base, des supergroupes, des master groups, des very large groups. Alors les groupes de base, ils sont constitués en fait de la superposition de 12 signaux téléphoniques modulés en SSB à l'aube inférieure à des fréquences qui sont égales à 60 kHz plus 4n kHz. N étant le numéro du signal donc de 1 à 12. Enfin, de 0 à 11 plutôt. Ok. Non, pardon, de 1 à 12, c'est ça. Donc le premier du groupe de base est à 64 kHz, puis 68, 72, 76, 80, etc., jusqu'à 108 kHz. Et donc en combinant 12 signaux dans la bande vocale, qui occupait au départ une bande passante W égale à 4 kHz, on constitue un signal dont la bande passante va de 60 à 108 kHz, et qui est lui-même constitué donc de 12 messages vocaux. Ça, c'est un groupe de base. Le groupe de base, ensuite, on va le considérer lui-même comme étant une espèce de message qu'on va combiner avec d'autres, toujours en utilisant la même technique de multiplexage par répartition fréquentielle, et on va constituer un supergroupe, le supergroupe étant lui-même constitué de 5 groupes de base. Donc en groupe de base, c'est 12 canaux, en supergroupe, il y a 5. Donc le résultat occupe forcément une bande passante 5 fois plus grande, et surtout constitue 60 messages. Okay, et puis les supergroupes, on va encore les combiner en master group, very large group, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui est utilisé encore de nos jours dans le système de téléphonie analogique, qui, commence tout doucement à disparaître au profit des systèmes de téléphonie digitale, mais qui sont encore extrêmement répandus à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'on utilise des techniques qui sont très apparentées aux techniques de modulation analogique, dans le sens où on fait de la modulation SSB. Ok, donc ça clôture le chapitre sur
les modulations d'amplitude. Et on va maintenant passer au chapitre suivant qui concerne les modulations angulaires. Donc les modulations angulaires, c'est typiquement les fréquences. Alors une petite introduction sur la notion de modulation angulaire. Donc jusqu'à maintenant, on a joué sur l'amplitude de la porteuse sinusoïdale pour venir imprimer l'information, pour venir imprimer le message qu'on veut transmettre à travers le canal. On va voir qu'on peut utiliser une approche tout à fait différente qui consiste non plus à jouer sur l'amplitude de la porteuse, mais à jouer sur la fréquence de la porteuse. Alors, le terme modulation angulaire, qui est un petit peu générique, dans le sens où, en fait, on peut jouer soit sur la fréquence de la porteuse, soit sur la phase de la porteuse. Et les deux approches sont assez équivalentes. Alors, pour comprendre la différence entre modulation de phase et modulation de fréquence, il faut se rappeler un petit peu quelle est la relation qui existe entre les deux. Donc, d'une manière générale, vous voyez dans l'équation ici, on peut dire que une porteuse sinusoïdale, en gros, c'est une certaine amplitude qui multiplie le cosinus de quelque chose. Et on peut jouer sur deux tableaux. Soit on joue sur le tableau de ce qu'il y a à gauche du cosinus, et ça c'est le domaine des modulations d'amplitude, soit on joue sur ce qui se trouve à droite du cosinus, à l'intérieur ici des parenthèses, et on joue en fait sur l'argument du cosinus. Et l'argument du cosinus, c'est ce qu'on appelle la phase instantanée. Okay, donc si l'amplitude devient constante et que l'argument du cosinus commence à être modulé en fonction du message qu'on veut transmettre, bah de manière générale, on va parler de modulation angulaire. Pourquoi angulaire? Parce que c'est l'argument du cosinus. Et quand on parle de cosinus, en général, on prend le cosinus dans l'angle. Okay, on est bien d'accord avec ça. Alors maintenant, si on prend directement l'argument du cosinus, l'argument du cosinus lui-même, c'est la phase instantanée. Mais si on dérive cette phase instantanée, et qu'on divise le résultat de cette dérivée par 2π, on obtient ce qu'on appelle la fréquence instantanée. Prenez le cas d'une porteuse non modulée, une porteuse sinusoïdale, son équation c'est AC fois cosinus de 2π fct. Donc l'argument du cosinus, c'est-à-dire la phase, c'est 2π fct. Ce 2π fct, si je le dérive par rapport au temps, donc la dérivée de 2π fct, c'est 2π fc, et puis si je divise tout ça par 2π, il va me rester fc, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse. Okay, donc la fréquence instantanée, c'est bien la dérivée de la phase instantanée, et puis le tout divisé par 2π. Et je peux décider d'imprimer mon message soit dans la phase θi de t, soit dans la fréquence instantanée fi de t. Dans les deux cas, je fais des choses relativement équivalentes. En fait, si je décide de moduler non pas par mon message, mais par la dérivée du message ou par l'intégrale du message, je peux sans problème remplacer une modulation de fréquence par une modulation de phase, ou bien une modulation de phase par une modulation de fréquence. Donc le signal modulé S de t qu'on va constituer en appliquant une modulation angulaire, en fait, on peut le représenter graphiquement comme étant en phaseur. Alors en phaseur, je pense que c'est une notion que vous avez déjà dû voir dans d'autres cours. En phaseur, c'est quoi? C'est un vecteur dans le plan complexe. Okay, donc vous devez imaginer le plan complexe avec horizontalement la partie réelle, verticalement la partie imaginaire. Et dans ce plan complexe, vous dessinez un vecteur. Et ce vecteur, il tourne autour de l'origine. Il a une certaine longueur. Et il tourne avec une certaine vitesse de rotation. Et à un moment donné, il a un certain angle par rapport à l'axe horizontal. Eh bien, on peut considérer que ça représente correctement une porteuse sinusoïdale avec son amplitude, sa phase et sa fréquence. Alors la longueur du vecteur tournant,
ben, ça représente l'amplitude, okay, qui dans le cadre d'une modulation angulaire est toujours constante, donc la longueur du vecteur ne bouge pas. Par contre, la phase du vecteur, c'est-à-dire l'angle par rapport à l'axe horizontal, ça représente la phase instantanée du signal sinusoïdal, et la vitesse de rotation, c'est-à-dire le nombre de tours par seconde que va faire le vecteur dans le plan complexe, ben, ça représente la fréquence instantanée du signal sinusoïdal. Donc ça, c'est une manière de se représenter graphiquement une porteuse modulée, en modulation angulaire, donc dans un plan complexe, à l'aide d'une représentation en phaseur. Alors, si vous voulez faire de la modulation de phase, eh bien, c'est l'angle de votre phaseur par rapport à l'axe horizontal que vous allez moduler en fonction du message. Si vous voulez faire de la modulation de fréquence, eh bien, c'est la vitesse de rotation de votre phaseur dans le plan complexe que vous allez moduler en fonction du message. Alors mathématiquement, la modulation de phase, elle dit quoi? Elle dit que la phase instantanée de votre porteuse sinusoïdale, eh bien cette phase instantanée, plutôt que d'être simplement égale à 2π fct, comme c'est le cas quand on a une modulation, quand on a une porteuse non modulée, eh bien cette phase instantanée, vous allez lui rajouter un terme supplémentaire qui sera en terme proportionnel au message. Et le facteur de proportionnalité, ici on va l'appeler Kp. Donc finalement, vous avez une phase instantanée totale qui vaut 2π fct plus Kp m de t. Donc le premier terme, il est là d'office dès que vous avez une porteuse, parce qu'il faut bien une fréquence nominale à votre porteuse. Donc s'il n'y a pas de modulation, vous avez au minimum ce terme-là qui vaut 2π fct. Et puis si vous faites de la modulation de phase, vous allez rajouter un terme supplémentaire qui est proportionnel au message. Donc votre message il peut être aussi bien positif que négatif. C'est-à-dire que l'écart entre la phase nominale et la phase en tenant compte du message, ben cet écart de phase, il peut être aussi bien positif que négatif. Donc votre signal modulé, il pourra avoir une phase instantanée qui sera en avance ou en retard par rapport à la phase de la porteuse non modulée. Alors dans le cas d'une modulation de fréquence, mathématiquement c'est un petit peu plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas directement écrire que dans l'argument du cosinus, vous avez un terme supplémentaire qui est proportionnel au message. Alors il faut se rappeler simplement qu'il existe cette relation dérivée intégrale entre la phase instantanée et la fréquence instantanée. Et donc, à partir du moment où vous considérez que la fréquence de votre signal, c'est égal à la fréquence nominale de la porteuse, plus une composante supplémentaire qui est proportionnelle au message, eh bien, pour passer de la fréquence instantanée à la phase instantanée, vous avez cette relation dérivée intégrale, qui fait que finalement, vous pouvez écrire que le signal modulé en fréquence, c'est donc toujours une amplitude constante, fois le cosinus de, eh bien, vous allez calculer 2π fois l'intégrale de votre phase instantanée. Okay, et si votre phase instantanée, c'est fc plus kf fois le message, finalement, vous allez avoir une phase instantanée qui sera égale à 2π fct plus 2π kf fois l'intégrale du message. Okay, donc ça, c'est la représentation mathématique du signal modulé FM. Alors aussi bien les signaux modulés en phase que les signaux modulés en fréquence, donc aussi bien les signaux ici que ces signaux-là, sont des signaux d'amplitude constante, donc d'enveloppe constante, mais dont les passages par zéro vont être irréguliers. Forcément, quand la fréquence du signal augmente, il va passer plus souvent par zéro. Quand la fréquence du signal diminue, il va passer moins souvent par zéro. Contrairement aux signaux de type modulation d'amplitude, qui eux, avaient une amplitude qui n'arrêtait pas de changer, mais dont les passages par zéro étaient extrêmement réguliers. Tout simplement, c'était à la fréquence porteuse. Et donc, une modulation de phase, une modulation de fréquence, c'est équivalent l'un à l'autre, à condition d'intégrer ou de dériver le message de départ. Donc, autrement dit, si vous allez au magasin et que vous achetez un émetteur PM et un récepteur FM, pas de chance, c'est pas compatible, eh bien, c'est pas grave, parce que si vous rajoutez un dérivateur ou un intégrateur sur votre message, vous allez être capable de récupérer, de démoduler votre signal, par exemple PM, avec un démodulateur FM, ou bien de démoduler votre signal FM avec un démodulateur PM. Les deux sont compatibles à condition d'utiliser une dérivée ou une intégrale du message.
Voilà, ça c'était un petit mot d'introduction sur les modulations angulaires. Et écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Le cours lundi prochain, parce que je pense que 3 heures de cours dans des conditions comme ça en distanciel, c'est déjà beaucoup pour une après-midi. Au niveau de la concentration, j'imagine que ça ne va pas être très facile. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Merci. C'est parfait. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain à 12h45. Ok, monsieur, merci beaucoup.